Alors cet épisode comporte des petits hicks techniques dus à une mauvaise connexion. Donc il y a plein de questions que je pose que vous n'entendrez pas bien, mais j'espère quand même que l'épisode va vous plaire et que vous passerez un bon moment à l'écouter. 30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je reçois Aurélie, dont c'est le 3e essai avec moi qui a beaucoup de patience, puisque manifestement la plateforme a décidé de bugger. Donc Aurélie, bonjour. Bonjour. Aurélie, on s'est connus il y a 10 ans, même plus à la fac. Et depuis, le lien, il a toujours été maintenu coûte que coûte, malgré toutes les aventures. Et voilà, je suis allée te voir à l'île de Ré, je suis allée te voir à Paris. Je te laisserai nous raconter ça. Et du coup, là, je vais te laisser la parole pour que tu expliques un peu aux gens ton parcours scolaire, ton parcours pro sur au moins la dernière décennie et nous donner ton âge très récent mais très avancé. Donc voilà, je te laisse la parole. Bonjour, donc je m'appelle Aurélie, je viens tout juste, il y a une semaine d'avoir 32 ans. Tout juste, c'est important, vraiment. Je suis sur l'île de Ré, enfin là à La Rochelle, mais je vague entre La Rochelle et l'île de Ré, île où j'ai grandi jusqu'à un âge un peu moins avancé que maintenant, évidemment. Donc je suis partie vivre un moment à Paris, j'étais à Nantes où j'ai rencontré notre fabuleuse Lisa. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je suis restée un petit peu quand même. Au niveau de mon parcours scolaire, honnêtement, j'étais un peu cet enfant, pas incompris ni perdu, mais c'était un peu bizarre. Je rentrais pas forcément dans les bonnes cases. J'ai 2 diplômes en compta, un truc qui sert, mais qui n'est pas du tout en raccord avec ma personnalité. Je suis partie à la fac essayer une licence LLCE à Nantes en espagnol, là où je t'ai rencontré d'ailleurs. Ça n'a pas été ça m'a plus vite saoulée qu'autre chose d'être assise. Donc après ça, je suis partie faire un BTS professions immobilières, voilà. Moi, je faisais de l'immobilier pour les gens, pas pour l'argent. C'était un peu, encore une fois, en chevalier solitaire, mais c'était intéressant. Ça a été mon vrai métier à un moment. Et puis, j'ai fait plein d'autres trucs après, parce qu'en fait, je m'ennuie très facilement. Donc, je suis un peu une touche à tout pour le coup. J'étais responsable de boutique de fringues, parce que c'est un peu le prolongement de mon bras, les fringues. J'aime énormément ça, j'aime créer. Oui, je l'ai remarqué, oui. J'adore ça. Mais voilà, ça serait hyper long d'expliquer tout mon parcours professionnel, mais voilà, j'ai aussi bien travaillé en boulangerie que dans une boîte où on louait des véhicules, des chauffeurs VTC, que dans l'immobilier. J'ai un tout. Et puis, je finis par être en ce moment au chômage et surtout bosser sur mes projets parce que je peins, je crée des bijoux avec des pierres. Et puis, tips en plus, je tire des cartes. Voilà. Donc, j'essaie de me concentrer sur quelque chose qui résonne plus en moi maintenant. Oui, parce que c'est quand même pas banal de passer de l'immobilier à créer des bijoux. Enfin, moi, je trouve ça évidemment, mais c'est assez intéressant en termes d'évolution de passer, surtout que tu as eu, tu l'as pas évoqué là, mais une expérience parisienne. Donc, Oui. est quand même très opposé au lieu de ton enfance, parce que l'île de Ré, c'est quand même pour ceux qui connaissent pas, il faut vraiment s'imaginer un lieu quand même relativement paradisiaque. Et non pas que je veuille descendre Paris, mais c'est pas le paradis sur terre, en fait. Ah non. Comme ça. Je te coupe 2 secondes pour préciser quelque chose qu'on m'a déjà sorti. L'île de Ré, où les gens pensaient que j'étais à La Réunion. Pas du tout. L'île de Ré, c'est en Atlantique. Il va falloir prendre des cours de géo, les gars. Il fait pas 40 degrés non plus. Tranquille.
Non, après, ça reste une île, effectivement, qui appartient à la France, mais on n'est pas dans le même truc. Après, ça reste un lieu, je suis allée te voir il y a quelques temps, c'est quand même sublime, on va pas se mentir. Et donc, c'est vrai que c'est très, très hallucinant de voir que tu pars d'un lieu qui est très sain, que tu as cette expérience à la fois donc, dans l'immobilier. C'est pareil, j'ai rien contre l'immobilier, mais c'est un milieu très particulier. Et combiné un peu plus tard à ton expérience parisienne. Et je me rappelle qu'on avait échangé à l'époque où j'étais venue te voir. Et tu parlais déjà à quel point cette ville était énergivore pour toi. Je me rappelle que tu parlais des transports qui te mettaient dans des états, des fois, d'épuisement extrême. Les énergies des gens. Voilà, je me rappelle, tu parlais des gens où il y avait des gens où tu pouvais pas rester assise à côté d'eux parce que ils te prenaient trop. Et je me rappelle t'avoir senti fatiguée. Je me rappelle tu avais aussi perdu du poids. Donc, et c'est très drôle de voir que le mouvement t'a ramené sur le lieu où tu as grandi, le lieu de ton enfance, en fait. Ouais, rentrer à la maison. Paris, je vais le dire, hein, Paris, je suis partie parce que je commençais à m'ennuyer ici, que là où je travaillais, ça allait plus ou moins s'arrêter. J'étais avec quelqu'un qui partait à Paris. Enfin, tout s'est un peu combiné pour partir. J'ai commencé là-bas, j'avais un super poste dans l'immobilier, mais je me suis très vite rendu compte que mon patron était pas si clair que ça. Donc après, j'ai fait d'autres trucs, j'ai bougé, j'ai même bossé en parfumerie. Quand on me connaît très bien, ça fait rire tout le monde. Ah ouais. L'art du maquillage par Aurélie, c'est pas trop mon truc. Oh écoutez, mettez du mascara et voilà. Voilà, taisez-vous, c'est quoi votre crème? C'est de la Nivea, salut, au revoir. Mais non, c'était intéressant. Puis voilà, j'étais avec quelqu'un qui il était danseur, donc forcément, ça t'ouvre des champs beaucoup plus grands en termes de curiosité que quand tu es avec quelqu'un qui est cadre, avec une vie très carrée, très posée. Donc j'ai découvert beaucoup de choses sur mon environnement, sur moi-même. Et j'ai fini par faire un énorme burn-out en bossant pour un patron. Je n'ai pas envie de parler de lui, ça lui donnera de l'énergie, mais clairement, c'était hyper sordide et je souhaite à personne de vivre ça dans sa vie. Mais ça m'a donné un rebond aussi où j'ai dû me poser des questions sur moi-même et découvrir à ce moment-là, donc je crois que j'avais 26 ans à l'époque, qu'en fait, je suis quelqu'un de très créatif, que j'ai besoin de faire quelque chose de mes mains. Mon cerveau, il va assez vite pour avoir beaucoup d'idées qui servent à rien la plupart du temps. Mais voilà, j'ai quelque chose à faire de ça. Si je le laisse endormi, je sombre complètement, quoi. Donc voilà, trouver cette part de c'est bien. Enfin, le constat, je pense que c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de gens sur. Je te disais tout à l'heure, quand je suis à Paris, entre autres, je prends le mood de l'endroit où je suis. Je pense qu'il y a un truc, effectivement, de sensibilité de certaines personnes. Après, je pense qu'il y a plus de gens qui l'ont que ce qu'on croit, mais il y a des capacités de déni ou tout simplement faire appel à des choses très simples comme l'alcool ou des choses comme ça. Hein. Bien sûr. Tu es dans une frénésie, tu peux prendre de la drogue, tu peux faire énormément de rencontres. Et donc, tant que tu es dans cet état un peu frénétique, tu fuis un peu cette sensibilité-là qui te perturbe. Mais je pense que les villes, ça reste, en tout cas, si tu es attentif à ton ressenti, ça reste particulier, ça ne s'arrête jamais, ce qui peut être très bien ponctuellement. Je ne sais pas dans quelle mesure une vie constante y est faisable, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui fuient toute leur vie de plein de façons. Mais je ne sais pas si sur le très long terme, ça rend peur, je pense. Non. Moi, honnêtement, je le vois plus comme c'est trop facile. Enfin, c'est des choses simples de la vie, comme, je sais pas, aller acheter, enfin, aller faire tes courses. En fait, quand tu vis dans cette ville-là, tout est possible tout le temps. C'est-à-dire que tu veux faire la teuf la journée, tu peux partir dans des trucs, alcool, drogue. Moi, j'ai de la chance pour le coup. Je l'ai vécu de près, mais je suis pas tombée dans ces trucs-là, dans ce travers-là. Tout est tellement simple, je trouve que ça dénature en fait les choses concrètes de la vie. Et du coup, moi je trouvais honnêtement que les gens couraient derrière une espèce de liberté. Et je pense que quand tu cours après une liberté, en fait, t'en as pas. Ouais. Enfin, moi, c'était un peu ce mécanisme-là que je me suis rendu compte en vivant là-bas. Mais non, et puis effectivement, moi je me rappelle d'avoir vécu donc en plein centre de la ville de Nantes pendant longtemps, donc vraiment le centre-ville, vraiment le cœur de la ville. Et donc tout, évidemment, c'est pas au même point que Paris, mais de toute façon, j'avais quand même à disposition des bureaux de tabac ouverts très tard. J'avais à disposition de l'alcool, de la drogue,
d'un point de vue, on va dire, très trivial, sexuel, tu as évidemment toutes les applis où tu peux, dans l'heure, Ouais. aller chez quelqu'un. Tu rencontres aussi énormément de personnes. À un moment, moi, je faisais beaucoup la fête en centre-ville, donc tu rencontres les mêmes serveurs avec qui après tu vas faire la fête et tout ça. Ouais. Et je me rappelle qu'il m'a fallu une rupture extrêmement brutale avec quelqu'un pour me rendre compte que ces gens-là, je les connaissais pas tant, que mes névroses n'étaient pas du tout résolues et que j'avais beau faire la fête du lundi au samedi, arrivé au dimanche, les névroses étaient là. Elles avaient- Ouais. Il n'y avait pas de travail en profondeur en tout cas. Ouais, après, on a chacun nos, comment dire, nos méthodes, parce que je pense que quand tu te fais briser le cœur, ben, on a souvent ce truc dans les films où tu vois les filles en train de pleurer avec un pot de glace. C'est Non. très bien. Moi, ça m'a jamais parlé. Ah bah non. Perso, le premier verre qui passe, de la musique et de la danse, je consomme pas d'autres trucs, mais en tout cas, l'alcool est là, les copines aussi, et c'est aussi dans ces moments-là que tu te rends compte que les amis qui sont là, ceux qui te disent pas non, c'est un connard, mais écoute, on va faire comme on peut aujourd'hui, on compose chaque jour comme on peut en fait. C'est Ouais. rien que ça t'aide. Et puis oui, il y a un moment où tu te dis bon bah ça va, là je sors tout le temps, ça règle rien, je chiale tous les matins. On va peut-être se mettre un peu au vert et puis on va travailler sur soi. Mais c'est chacun après à sa manière de s'anesthésier, quoi. Complètement. Non, non, mais complètement. Puis je pense que moi, j'avais. Après, on va revenir sur toi, mais je me rappelle, je m'étais dit, en fait, ces gens avec qui je suis tout le temps, avec qui je fais la fête et avec qui je m'amuse, certes, mais c'était pas mes amis profonds, c'était pas eux, en fait. C'était pas eux que j'appelais et tout, ils étaient pas méchants, mais. Et je me rappelle que mon premier réflexe pendant cette rupture, ça avait été de mettre fin à mon travail. Et j'étais revenue, je me rappelle, chez mes parents qui habitent dans une très belle maison à la campagne. Et il y avait un truc, en fait, je pense que c'est pas anodin d'ailleurs, ce truc qu'on a de revenir à la nature. J'ai une copine qui disait un truc très vrai, avec qui je suis partie à l'étranger. Elle bosse beaucoup en Amazonie, tout ça. Elle a un grand besoin de s'ancrer dans la nature. Elle disait, mais regarde ce qu'on a créé dans les villes. On a créé des parcs avec de l'eau, c'est factice et tout. Et c'est là qu'on va. N'importe quelle ville, elle me dit, elle est parisienne, elle me disait, les gens vont sur les bords de l'eau, dans les parcs, là où il y a de la nature. En fait, on est appelé par ça constamment. Ah, bien sûr, c'est inconscient en plus. Mais parce qu'on fait en fait, on a nié ça. Il y a des gens qui disent même que les villes, c'est pas humain. C'est-à-dire que on a même mis, il y a quelqu'un qui disait, on marche plus pieds nus à même la terre. C'est un peu alors hippie, mais en fait, on est plus connecté. C'est-à-dire qu'on a mis du macadam entre notre corps et la terre ferme. Et je me rappelle que moi, j'avais constaté complètement par hasard, avant de m'intéresser à d'autres choses, quand j'étais plus jeune, que pendant une crise d'angoisse, le fait de marcher pieds nus dans l'herbe ou dans le sable, parce que j'habite aussi près de la mer, me calmait immédiatement. Bien sûr. Et ça, après, tu apprends beaucoup plus tard que tu vas juste te réenraciner avec là d'où tu viens, en fait, là, avec l'endroit d'où tu proviens. C'est ça. Non, c'est important. Mais on perd ce truc-là, ou alors quand on en parle, on passe vite pour des personnes un peu perchées. Bon, après, moi, perso. Moins en vieillissant. Alors, moins vieillissant, mais t'as quand même des gens qui vont me dire, oui, mais tu vois, tu sais, un peu avec le cliché, tes pieds nus, c'est un truc de babos. Bon, lâcher, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Surtout, je pense pas que ça soit un peu de babos. Je pense que c'est juste l'effet que ça te fait. C'est très agréable d'être pieds nus dans la nature. Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, quand il pleut, quand il fait beau, qu'il pleut, c'est un peu bizarre comme phrase, mais tu comprends, je pense, de là où tu as grandi, ce nuage qui débarque alors qu'il fait quand même assez doux, et là, il se met à pleuvoir, et tu te retrouves dans ton jardin pieds nus sous la pluie. Ouais. Qui te dit, il faut que tu rentres, tu vas être mouillé, machin, tes cheveux, je ne sais quoi. Et en fait, mais ça te nettoie, t'es apaisé, C'est ça. Ouais. après tu vas aller dormir, t'es bien, quoi. Ouais. Et je me rappelle même que j'allais me baigner à la mer quand il pleuvait. Il y avait un double truc. En plus, quand tu as eu une enfance en pleine nature, c'est vrai que la ville répond à plein de choses. C'est là qu'on s'est connus toutes les deux. On n'a pas hésité à sortir et tout. Et moi, j'apprécie. Là, je suis allée voir une copine à Paris. Là, je vais voir des copains à gauche à droite. Et j'adore. Il y a des trucs de la ville que j'adore. Mais il y a quand même, parce que aussi j'ai la possibilité de rentrer en fait au calme. Je pense que ça joue. Moi, je me souviens, je suis restée 6 ans, même 6 ans, il me semble, à peu près, à Paris. Le truc qui me manquait le plus, et ça fait toujours rire tout le monde, moi, c'était l'horizon. Parce que tu as vu où j'habite. Moi, je suis sur un petit village de l'île de Ré, vraiment. Enfin, c'est la presqu'île de l'île. On est un peu excentré de tout le... Bon, il y a du monde quand même l'été, mais peu excentré du reste. Et moi, justement, pieds nus, j'en ai même pas pour 2 minutes avant d'être sur ma digue, où là, clairement, c'est l'horizon à
quasiment perdre de vue. Et c'est le truc qui me manquait à Paris, quoi. Il y a des moments, j'en rêvais la nuit. Je pouvais plus de voir toujours quelque chose en face de moi. C'était insupportable. Ouais. Moi, je me rappelle de ça, j'étais allée voir une copine à l'étranger. Je me rappelle, on se faisait des levées, des couchers de soleil. C'était obsessionnel. Elle était obsédée par les couchers de soleil et moi par les levées de soleil. Et on était en Thaïlande sur une île et je me disais, oh là là, mais c'est vrai qu'en ville, j'ai pas vu ça depuis combien de temps, quoi. C'est-à-dire que, et encore Nantes, encore une fois, ça n'a pas la taille de Paris, mais ça reste des immeubles, même en centre-ville. Et en fait, tu n'as pas ce truc apaisant, peu importe ce que tu aimes dans la vie, le soleil qui se lève ou qui se couche, peu importe, les deux sont sublimes. Et à la campagne, c'est vrai que, encore une fois, moi chez mes parents, c'est que des champs à côté, et donc tu as le soleil qui se lève, et puis même sur l'océan, c'est quand même le summum de la beauté, quoi. Tu vois la lune se lever. Moi, à Paris, on passait des heures à chercher un endroit où on pouvait voir un peu la lune sur les soirs de pleine lune, tout ça. Et les ciels étoilés. Les ciels étoilés, bah, ça... Enfin, les cieux, je devrais dire les cieux, d'ailleurs. Ouais, c'est quelque chose... Après, voilà, t'as une contrepartie où t'as une manne de travail qui est différente, t'as une expression qui est différente. Je pense que les deux sont... apportent du bon. Ah, complètement. Moi, il y a des trucs de la ville qui me manquent et je pense que même aujourd'hui, à 32 ans, je ne suis pas encore sûre à 100% de si je veux être tout le temps à la campagne ou tout le temps à la ville, parce que dans les deux cas, il y a toujours des moments où je me dis, qu'est-ce que j'aimerais sortir de chez moi, là, tu vois, actuellement, je suis à la campagne et aller juste boire un verre avec des potes en terrasse. Mais je fais ça au bout de 6 mois, je suis là, je voudrais un jardin avec personne dedans, s'il vous plaît. Il y a encore le paradoxe, je sais pas si c'est la trentaine ou si c'est que moi, mais les deux m'attirent. Là, je suis à la campagne, après, je vais faire un concert en ville. Là, le jour, j'étais à Paris, c'est la première fois, et je me dis, c'est bien, Paris, il y a des gens que je connais pas, parce que dans mon village, on est 500. Et en même temps, quand je suis allée te voir le jour à l'île de Ré et qu'on est allé se boire un verre et qu'après, tu m'as emmené justement sur la digue et qu'il y avait le bruit de la mer et le ciel était étoilé, je me suis dit, oui, c'est vrai quand même, quoi. Il y a quelque chose... Ouais, c'est précieux. Enfin, moi, perso, pour moi, c'est vraiment quelque chose de précieux. Ouais, je suis assez d'accord. Mais comme tu dis, tout apporte du bon, mais peut-être que sur le long terme, la vie plus calme permet d'apaiser, en tout cas, ou de faire ressurgir la créativité, je sais pas. Dans mon cas, c'est ça, mais... Moi, je sais que pour la créativité, j'ai besoin quand même, tu vois, de sortir, de croiser des gens. Ça va être hyper inconscient, mais je vais pas calculer ce qui se passe forcément, parce que tu sais très bien mon caractère. Moi, les gens, plus il y a de monde, plus ça m'horripile. Mais je vais peut-être capter des trucs inconsciemment, et du coup, quand je vais avoir une idée, quelque chose qui me vient pour travailler, ça va être nourri aussi de ça, en fait. Tu sais, poser, boire un café toute seule en terrasse et écrire. Je sais que ça a des rapports, que tout le monde comprend pas forcément, mais je pense que l'un apporte aussi à l'autre. En équilibration les autres, ton inspiration, elle réside aussi dans ce que les autres, ou même, comme tu dis, t'asseoir seul en terrasse avec un café, c'est regarder les gens passer. Moi, combien de fois je me suis inventé des histoires en regardant des gens je me dis, oh là là, mon Dieu, heureusement que personne n'entend ce qui se passe dans ma tête inarrêtable. Mais il y a un truc, moi, je peux rester des heures à rien faire, avec un café, à regarder les gens, à me dire, mon Dieu, c'est une scène géante, en fait. C'est incroyable. C'est ça. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as déjà partiellement répondu à la question sur laquelle je voulais aller. C'était, parce que là, tu as déjà quand même bien parlé de ton évolution sur donc, la dernière décennie. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, donc 32 ans depuis très peu. Bon, clairement, il y a des choses qui sont acquises. Tu dis que tu passes de l'immobilier à la confection de bijoux et au fait de peindre et tout ça. Mais justement, aujourd'hui, si tu compares un peu avec la Aurélie d'il y a environ 10 ans, c'est quoi ton rapport à toi? Et dans ton rapport à toi, j'entends quelque chose d'assez large, c'est-à-dire ton rapport à ton corps et à pas que dans la forme de ton corps, mais aussi dans ta santé, dans ta physique, comment tu te sens même dans ton rapport aux autres. Qu'est-ce que tu abordes différemment là, dans cette trentaine, que tu ne faisais pas ou que tu ne conscientisais pas forcément il y a plus d'une dizaine d'années? Waouh, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Elle n'était pas dans une bonne relation. Enfin, il y a même un peu plus de 10 ans. Je dis 10 ans, mais je déborde un petit peu. Quand j'avais 20 ans, clairement, j'étais pas heureuse, j'étais pas joyeuse. J'étais à fond dans le travail et je vais pas mentir, j'étais avec un énorme connard. Oui. Donc, voilà, tu peux clairement le valider. Oui.
franchement, si je pouvais lui parler, je lui dirais va-t'en, sors, bouge et casse-toi vite. Et tout est beaucoup plus beau, tout est beaucoup plus sympa. Enfin, le monde s'arrête pas au bout de la rue et fonce. C'est des choses que j'ai découvert du coup avec le temps plus tard. J'ai toujours été curieuse, mais l'ouverture d'esprit, c'est pour moi, enfin, quelque chose sur lequel je peux pas, enfin, je peux pas passer outre quand je rencontre des gens et que je vois, tu sais, la question banale du tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais ça et puis basta. Je trouve que c'est pas ce qui nous définit. Enfin, je pense que j'ai un peu poussé les murs, un peu tout dégagé, poussé les meubles. Je suis un peu partie au combat contre moi aussi, mes idées reçues, contre ce qui se passait autour de moi. Et puis, enfin, je veux dire, maintenant, si j'ai envie de dire même, je le disais déjà avant, mais alors là, il n'y a pas à négocier, quoi. Je m'en fous, et puis alors, si ça dérange, je m'en fous encore plus, quoi. Ça, c'est peut-être ma grosse leçon de la vingtaine. Ouais, c'est Comment? oui, effectivement. Non, mais il y a on sent que oui, c'est pas que tu t'en fous, mais en tout cas, il y a une distance qui est mise dans l'idée de plaire à coûte que coûte aux autres. Ouais, je pense que moi, je suis devenue apprendre voiler. C'est hyper violent, ça peut paraître. Mais en fait, je suis toujours partie, même depuis que je suis petite, c'est un peu ce qu'on m'a appris. On peut pas plaire à tout le monde. Puis plaire à tout le monde, c'est pas plaire à qui que ce soit vraiment, en fait. Donc, je m'en foutais déjà, en fait, dès mon plus jeune âge. Mais là, maintenant, clairement, pour te dire que ça me passe sur l'épaule, c'est que c'est même pire que ça, quoi. Si j'aime quelqu'un, je l'aime. Si je l'aime pas, bah, c'est que je dois pas l'aimer. Et inversement, en fait, c'est pas grave, il y a rien de grave, donc on se fait pas du mal. Voilà, je souhaite à tout le monde de trouver sa paix. J'essaye de trouver la tienne. Je pense que tu es aussi un peu dans ce process-là. Et bah, tous les jours, c'est pas évident, mais ça fait partie aussi de la réalité de la vie. Mais ouais, je dirais que ouais, j'ai avancé, en fait. J'ai lutté, parce qu'il m'est arrivé des choses pas toujours drôles. J'ai bien lutté, hein, mais j'ai toujours avancé. Oui, puis en plus, vouloir plaire à tout le monde, je crois que c'est vouloir plaire à n'importe qui, coûte que coûte, et c'est-à-dire changer peut-être même de facette parce que puisque les gens attendent tous un peu quelque chose de différent, c'est-à-dire que tu vas te moduler, te modifier pour correspondre à chaque fois à la personne que tu as en face. Et d'ailleurs, ça a un nom, mais je suis même pas sûre de mon terme. Je sais qu'il y a une forme de personnalité qui s'appelle les personnalités histrioniques et qui cherchent l'amour. Alors, je crois que c'est plus que l'attention ou l'amour de tout le monde et qui sont. Là, après, c'est des blessures de l'enfance, mais il faudrait que je sois plus sûre de moi. J'avais lu quelque chose autour de ça sur les 5 personnalités à éviter. Et en fait, c'est des gens qui sont prêts à moduler tout leur comportement en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux pour s'attirer en fait l'affection de la personne en face. Voilà. Mais après, c'est-à-dire que c'est peu probable que ce soit conscient. C'est des gens qui ont dû manquer de quelque chose ou qui ont été maltraités ou pas été, comment dire, on leur a pas accordé assez d'attention dans l'enfance et donc du coup devenus adultes. Leur sécurité à eux, c'est d'être aimés par tout le monde, coûte que coûte. Mais ça demande pour certains un vrai travail. Et du coup, est-ce que j'ai des gens qui m'ont parlé de ça? Moi, la première, ma conscientisation de mon corps tel qu'il est, tel que je l'ai aujourd'hui, la conscientisation que j'ai là, n'est pas celle que j'avais il y a 20 ans. Je n'ai pas dit que j'avais arrêté de faire la fête ou que je faisais que des choses intelligentes, hein, évidemment. Sinon, j'aurais pas des gueules de bois qui durent beaucoup plus que 48 heures, ce que je ne comprends pas. Mais je sais que, par exemple, moi, dans mon cas, je fais la fête, je sors trop, je fume trop, je bois trop et tout ça. Mais par contre, je donne une espèce de contrepartie à mon corps où dans les jours suivants, je vais boire beaucoup de thé, je vais beaucoup dormir, je vais, un peu essayer de réparer. Et même au quotidien, avoir plutôt un équilibre. Par exemple, j'ai l'impression, parce que je remercie mon corps de fonctionner. Donc, quand je le destroy un peu, je me dis, bon, on va tempérer quand même. Est-ce que ça, par exemple, il y a des choses où tout simplement, tu es plus en paix avec ton corps ou est-ce que tu l'as toujours été peut-être aussi? Bah, j'ai toujours écouté mon corps. En vrai, je suis souvent, quand on était plus jeune, passée pour un peu la relou, genre non, mais Aurélie, elle sort pas, ou t'es un peu la meuf chiante, tu sais, qui s'éclate pas, mais ça fait partie aussi de ma grosse carapace, où c'est pas quelque chose que je donne à tout le monde. Je suis très méfiante, comme tu le sais, et du coup, l'ouverture du portillon, il se fait pas en un claquement de doigts.
j'ai toujours fait assez attention, sans me plaindre du «Oh, j'ai bobo là» ou quoi que ce soit, mais de sentir que dans mon corps, il y avait un truc, voilà, je suis fatiguée. Mais attends, c'est pas forcément normal d'être fatiguée pour ce que je fais. J'ai déjà toujours eu un peu ce truc de conscientiser, ben, ouais, les maux du corps. Après, non, franchement, je me suis rendu compte aussi que de faire ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui me rendait le plus heureuse. Donc, si j'ai envie de mal bouffer pendant une semaine, oui, je vais me taper une nuit où je vais être là, Aurélie, c'est la merde, t'as plus 20 piges, ça repart pas comme ça. Mais toi, c'est pas grave, parce que si j'étais passée à côté de ça, bah, en fait, j'aurais été sur le canapé avec une tête pas possible, de frustrée. Et en fait, ça, c'est un truc, je veux pas avoir de. On est tous frustrés d'un truc, évidemment, mais c'est la frustration facile comme ça. On est Ouais. bien dans une société où on nous oblige, enfin, tout à l'heure, vous m'en parlez, du travail, où bah, il y a un cadre mis, voilà, faut être la nana comme ça, faire ci, faire ça. Enfin, il y a un moment, une journée de 24 heures, ça suffit pas. Donc, laissez-moi mon temps, laissez-moi faire mes trucs. Et si j'ai envie de m'éclater la santé à bouffer des McDo, bon, ben, je le ferai. J'avoue, je le fais pas tout le temps. J'essaye de faire attention, passer 30 ans. Mais bon, pour moi, c'est important de pas se frustrer. Oui, mais il y a une conscientisation, en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là où moi, je sais qu'à 20 ans, je pouvais commander, bon, je ne vais pas te donner des grandes marques de pizza, sinon il faut que j'en donne 5, mais dès que j'avais un peu de thunes, et en fait, il y avait vraiment presque une obsession, la malbouffe, ou en tout cas, j'avais pas conscience à ce point-là que ça pouvait avoir des conséquences, puis je faisais pas spécialement de sport, j'avais pas de problème de poids et tout. En vieillissant, le fait d'avoir des maux, tu vois, dans le corps, ça pouvait être des palpitations, ou là, je commence à avoir des problèmes de sciatique, coucou la trentaine. Dès que je suis stressée ou pas bien, j'ai vraiment une double sciatique, donc c'est usant. J'ai un copain qui me parlait de l'apparition d'une hernie discale qui, lui avait fait conscientiser son corps parce qu'il avait mal matin, midi et soir. Et il avait à l'époque 24-25 ans, ce qui est très jeune. Et en fait, je pense que c'est par les douleurs aussi que ça, tu te rends compte que ton corps, il s'exprime. Et ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, je t'ai dit, voilà ce qui s'est passé dans mon boulot et voilà comment mon corps a réagi. Et ta première réaction, c'est ah, tu as vu, ton corps rejette cette idée de ce travail-là, en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même les paroles de quelqu'un qui, je sais pas si on se serait dit ça, même si tu me l'avais dit moi il y a 10 ans, je pense pas que je l'aurais reçu. En fait, j'aurais dit quoi? Qu'est-ce que non, tu vois bien que juste ça me gonfle, j'aime pas. Et là, je t'ai dit oui, mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Il y a mon corps entier qui est en train de dire waouh, on n'avait pas dit qu'on était d'accord pour bosser, nous. Bah, tu vois, moi, par rapport à ça, c'est peut-être plus mes émotions que j'ai réussi à comprendre, parce que, bah, gros bouclier, grosse barrière, les émotions, machin, enfin, je vais pas vous détailler mon profil de psychopathe émotionnel, mais voilà, moi, les gens qui pleurent, je ne sais pas quoi leur dire, j'ai envie de me cacher sous la terre, j'ai ce rapport-là un peu, Ah, j'ai tellement envie de pleurer devant toi. un peu dur. Oui, bah, non, c'est déjà arrivé, je pense, mais j'ai même pas. J'ai déjà pleuré devant toi aussi, je crois. Ouais. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est pas un truc que je gère très bien, les émotions, et j'ai appris à plus enfin, j'angoisse toujours avec mes émotions, mais comme tout le monde, mais à beaucoup moins angoisser, à ne plus les laisser me manger, en fait. J'ai souvenir d'il y a quelques années être vraiment pas bien, où clairement mon premier truc, ça a été, je vomissais beaucoup quand j'étais plus jeune, parce que dès que ça allait pas, j'avais envie de vomir, j'y allais, il fallait que ça sorte. Et en fait, c'est ça, c'est mon trop plein d'émotions, quoi. c'est ça, et mon corps, en fait, il rejette. Et là, ce jour-là, j'ai l'impression qu'on me serrait la gorge, il fallait que ça sorte, quoi. Et je veux pas revivre ce genre de truc, donc j'apprends à, voilà, s'il y a un truc à dire, faut que ça sorte, faut pas le garder. Enfin, j'ai peut-être conscientisé mes émotions plus que mon corps en soi, ou ouais, plus mes émotions. Je pense que c'est là-dessus que j'ai le plus travaillé ces 10 dernières années. Ouais, mais c'est plutôt une bonne chose. Moi, je sais que ça me fait rire, ça me rassure même que tu me dises que tu es vomi, parce que moi, ça m'arrive encore adulte quand je suis submergée par une émotion. C'est souvent des émotions très fortes comme la colère et tout. Je vomis. Et je pense qu'il y a un truc de, effectivement, le corps décharge ce qu'il peut pas gérer, en fait. C'est ça. Et j'avais commencé une relation amoureuse comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas compris. Quand j'ai décidé de me mettre, enfin, quand on a décidé, ma réaction, ça a été de vomir. Voilà, yes. Et ce qui a donné un résultat évidemment pas concluant. Mais
Et avec le recul, je sais plus, je l'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, ben waouh, en fait, vraiment là, ton corps, il t'a envoyé le plus gros signal qu'il pouvait t'envoyer. J'étais là, ouais, ouais. Bah, le déni après, hein. Donc, Ouais. ok, donc une meilleure gestion des émotions. Mais je crois que c'est rassurant. En fait, on en est tous un peu là. Je pense qu'on a dû finir par écouter de force, tellement on s'est tous mis dans des étapes pas possibles. Je crois qu'il y a un moment, tu peux plus continuer dans le déni de dire non, parce que si je bois 3 bières, eh ben non, ça va juste repousser le problème à demain, en fait. Donc, ça me rassure de voir que les gens qui m'entourent, ils en sont un peu. Il y en a même beaucoup qui font des thérapies, hein, des fois, quand ils arrivent vraiment pas tout seuls. Moi, la première, je suis très contente de pouvoir échanger avec quelqu'un qui me dit non, non, ça va, c'est normal. D'accord. Je suis contente d'être pas trop anormale. Et du coup, l'autre question qui rejoint un peu le reste, donc justement, tu parlais d'avoir changé d'environnement, tout ça, parce que la frénésie parisienne, parce que tout ça, le burn-out, voilà. Puis une séparation difficile aussi. Et une séparation difficile, ouais, effectivement, qui s'est enclenchée là-dedans. Et donc, du coup, ce que je voulais savoir si aujourd'hui, parce que tu parles effectivement beaucoup du travail de toi-même, donc tu as une grande conscience de toi et manifestement de ce qui t'entoure. Et je voulais savoir si justement, aujourd'hui, que ça soit donc la conjoncture économique et on en parlait avec d'autres gens, on est quand même un peu au climax de l'absurde du système capitaliste. On a de plus en plus de gens, soit au mieux qui font des burn-out, soit au pire qui malheureusement mettent fin à leur jour dû à des conditions de travail intenables et qui sont pas humaines. Tu parlais justement, toi, de l'importance de mettre de l'humain dans ton boulot et ça le fait pas parce que c'est parce que les gens me demandent et toi, tu es là, ben oui, mais j'arrive pas à faire autrement. Et puis, je voulais savoir si effectivement, il y a quand même actuellement un climat, c'est le cas de dire, écologique catastrophique qui secoue un peu tout le monde et qui est la conséquence de plein de choses. Est-ce que, en tout cas, moi je parle de ça, mais ça peut être autre chose. Est-ce que je trouve que le monde extérieur, en tout cas, moi je trouve que je le trouve un peu difficile. Et est-ce que ça t'impacte? Et si oui, comment ça t'impacte et dans ton fonctionnement à toi? Je ne saurais pas dire si ça m'impacte ou pas, en fait. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que ce qui se passe, en soi, ça me choque pas. Parce qu'on arrive à un bout, ou à un moment où, enfin, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Enfin, tout le monde y va un peu de sa baguette, fait pas d'efforts, mais en fait soi-disant pour se donner bonne conscience ou pour se montrer, mais finalement derrière c'est creux. Je trouve que les gens nous ont apporté une grande leçon avec ce fameux premier confinement où ils étaient dans l'aide et le partage. Moi, j'ai ouvert la boutique où j'étais responsable le 12 mai. Personne n'était dans le partage avec moi, hein. Je me suis fait agresser toute la journée. Les gens ont été horribles et violents. Moi, c'est ce climat-là qui me gêne. Parce que, ouais, ça devient de plus en plus dur. Tu vas faire des courses, tu dis tes chiens sont gentils, mais entre le loyer et les courses, enfin, moi, ça va, je vis chez mes parents, je vais pas me plaindre pour aujourd'hui. Mais comment on fait, en fait? J'ai l'impression que c'est normal, plus personne me dit rien, mais en même temps, tout le monde comprend. Il y a un manque de communication, et les communications qu'on peut avoir, ben, c'est toujours un peu poussé à l'extrême. Moi, j'avoue que parfois, ça me donne mal au crâne. Je me dis: «Tu sais quoi? Fais ton truc de ton côté, aide tes potes quand tu peux, quand il faut, quand, machin». Je peux pas sauver les gens à bout de bras, j'ai arrêté ce truc-là. Maintenant, voilà, j'aide ceux que je peux aider et à la manière dont je peux aider. Pour le climat, bah, de toute façon, je crois que, je vais être très pessimiste, mais de toute façon, c'est trop tard, les gars, hein, vous pourrez faire ce que vous voulez. Fallait écouter la mère nature avant, hein, au lieu de monter des grandes sociétés. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Non, mais moi, ça me fait rire. Moi, je suis d'accord. Donc, je suis là, vas-y, continue sur la vibe anticapitaliste. Moi, Non, mais le truc, c'est, tu vois, je dirais même pas que je suis anti ou pour. En fait, je m'en fous. Tu vois, ce truc d'étiquette. Maintenant, dès que tu dis un truc, s'il y a une étiquette, déjà, ça me saoule. On est Ouais. juste des êtres humains, on respire, on est debout, on marche. Je vais la faire. Ou pas. Ou pas. Mais en vrai, je sais pas, c'est chiant. Enfin, je trouve que c'est devenu chiant. Tout est devenu chiant. Et les seuls trucs qui sont beaux, bah, les gens s'y intéressent pas, je trouve. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que les gens réfléchissent plus et en même temps, ils essaient de te montrer qu'ils réfléchissent. J'ai l'impression qu'on est entouré pas de psychopathes, mais de bipolaires. Mais dans quoi tu trouves du beau? Comment tu te nourris du beau, toi? Moi, dehors. Tu dors? Dehors. Ah oui, Je peux dormir wow. aussi, c'est pas mal.
Ouais, ça marche, mais c'est pas. Ça marche, c'est pas trop une solution. Je sais pas, dehors, enfin, je sais pas, levons la tête, parlons aux gens, découvrons des choses. C'est un peu mes mantras, tu vois. Non, mais enfin, c'est aussi une forme de survie face au Ouais, monde ça, extérieur, hein, et de se préserver, de se préserver. De toute façon, si tu te préserves pas, tu peux pas donner aux autres non plus. je pense qu'il y a de ça, et il faut aussi se protéger de toutes ces pseudo-informations qu'on a tout le temps, en fait. Tu regardes, c'est toujours hyper négatif, donc forcément, enfin, tout le monde s'enrôle là-dedans, tout le monde. J'ai l'impression que les gens courent après quelque chose, mais je ne sais pas je sais pas ce que c'est. J'ai pas compris. Je crois que j'ai pas compris. On m'a pas expliqué. Quand je vois les fonctionnements, pas forcément proches de moi, mais après c'est peut-être pas des causes qui me parlent. Le fait d'avoir une baraque, des enfants, un emprunt, nanani, nanana. Moi, le paquet de cheveux là, à part m'angoisser, il me fait rien d'autre. Mais tu vois, enfin, je sais pas, quand je discute avec des gens, j'ai pas l'impression que les gens soient heureux, mais ils cherchent pas forcément à l'être, se compliquent la vie à acheter des choses comme le voisin. Enfin, je sais pas, je suis très brouillon à tout ce que je dis, ça va très vite dans ma tête, mais Non, je mais trouve au qu'il n'y a pas contraire, de je sens. crois pas que ça soit brouillon. J'allais te demander si tu penses, parce que j'ai oublié de te poser justement la question du package, mais des fois, je l'oublie cette question, mais tu y réponds toute seule. Et je voulais savoir si toi, tu penses que d'un point de vue générationnel, ça veut pas dire que tout le monde est exactement comme toi et moi, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose autour de la déconstruction de la vie qu'on nous avait promis, c'est-à-dire que mais on en a déjà parlé, toi et moi. Donc, ce truc qu'on nous a déjà promis à la fac, c'est-à-dire, bon, vous faites des études et puis après, vous trouvez quand même un job. Peut-être que vous changez une ou deux fois d'entreprise et puis vous trouverez quelqu'un. Et puis, vous ferez 2 enfants. Puis, avec un peu de chance, avec quelques économies, vous aurez du pognon pour une baraque qui sera trop grande le jour où vos enfants partiront. Et j'ai l'impression, et même autour du schéma amoureux, c'est-à-dire autour de la thématique du couple, j'ai l'impression que autour de moi, ça bouge. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, attends, est-ce que ce truc hyper normé, que ce soit au niveau travail, amoureux, pro, tout ça, enfin pro, scolaire, ou même d'être absolument propriétaire coûte que coûte, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement, alors peut-être parce que ça fait déjà tous 10 ans qu'on bosse et qu'on se dit, est-ce que je suis prête à me réendetter 30 ans pour une baraque et à supporter 2 mômes qui hurleront autant que ceux que je vois dans les grandes surfaces? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, c'est pas que c'est brouillon ce que tu dis, au contraire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que ce schéma-là qu'on nous a promis, il rend pas tellement de gens hyper heureux, en fait? Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que quand je regarde autour de moi, aussi, j'ai aussi bien des copines qui me disent moi, je peux pas avoir d'enfants parce que clairement, ça m'angoisse. De toute façon, j'aime pas ça. Ok. Qui sont hyper jugées du coup parce que c'est pas normal quand t'es une femme. Enfin, ça fait partie de toi. Ok. T'as un peu tous les sons de cloche. J'ai des copines qui sont mariées et qui sont très heureuses et où, franchement, enfin, c'est le genre de couple, j'étais là, genre, waouh, ça, c'est pas ce qu'on m'a vendu parce que moi, je l'idéalisais pour moi d'une autre manière. Mais, genre, pour eux, enfin, c'est le genre de couple où tu sais très bien que s'il y en a un qui part un jour, l'autre y suit parce que c'est un amour inconditionnel qui est juste incroyable. Après, t'as des potes qui sont en couple parce que, bah voilà, ils sont là, ils s'aiment bien, ils se sont trouvés, c'est cool. Et puis, ils font leur bonhomme de chemin. T'en as d'autres où tu vois que c'est un peu bah, justement rassurant d'appartenir un peu au package, tu vois. Enfin, j'ai un avis, mais j'ai pas trop d'avis non plus. Moi, je pars du principe que si les gens sont heureux, bah, tant mieux, c'est qu'ils ont trouvé leur propre schéma. Après, je pense que notre génération, on est vraiment coupé en deux, où t'en as qui sont dans l'opposition complète, et puis t'en as qui essayent, tant bien que mal, de garder cette un peu tradition de package qu'on nous a inculqué. Moi, honnêtement, je veux me marier, mais si je me marie pas, c'est pas une fin de soi. Je veux un enfant, ça, oui, mais j'en veux pas 4. Et je me suis déjà retrouvée parfois face à des personnes qui me disent non, mais tu te rends compte, si t'as le temps, enfin, s'il part, j'étais là, genre, Ouais, ok. c'est terrible. Elle est horrible, cette phrase, je l'ai déjà entendue. Oui, mais s'il meurt, t'en auras plus. Mais c'est quoi l'autre? Ça sera un Donc, gosse de rechange. substitution, c'est ça. C'est horrible. T'as aussi, moi j'ai eu des problèmes de santé et j'avoue que ça m'a fait ouvrir les yeux justement sur toute la vie que j'ai pu avoir et l'importance aussi de certaines choses. Où t'as des gens qui te disent ah, t'as toujours pas d'enfant? Oui, mais je t'emmerde. Voilà. Toi, t'as l'impression que le jugement encore aujourd'hui sur les femmes qui ne veulent pas ou qui n'ont toujours pas d'enfants, tu as l'impression qu'il est toujours dur ou tu as l'impression que ça s'est apaisé? Non, il est, pour moi, il est toujours dur. Ok.
pour moi, il est toujours dur parce que voilà, les soucis de santé que j'ai eu, ça me dérange pas d'en parler, donc pas de Bien sûr. souci. C'était sur cette zone-là où j'ai eu des choix à faire. Clairement, il y a des choix que j'aurais jamais pensé dans ma juste pensé dans ma vie, qui m'ont traversé l'esprit et que je préférais par rapport à d'autres qui sont plus normalisés, on va dire. Ça touche cet endroit-là, donc j'ai un rapport où je sais que c'est possible, mais je sais pas pour combien de temps parce que j'ai un truc que j'ai pas demandé d'avoir qui me retombe dessus. Et là, tu as des gens en face de toi qui sont tellement cons, qui te demandent et du coup, t'en as pas? Et donc, non, en fait. Et ouais, moi, je trouve que après, est-ce que c'est parce que je vis sur une île, à La Rochelle, c'est une ville qui est pas hyper grande. Oh, j'ai de la chance, mes potes de La Rochelle sont tous hyper ouverts d'esprit, donc j'ai pas ce genre de truc-là. Mais où t'entends parfois, à travers des conversations, tu vois, je bossais dans un commerce l'été, elle a une bonne situation, c'est bon, elle est mariée, elle a... Et t'es là, genre, donc en fait, moi, vu que j'ai pas ça, je suis de la merde. Je m'en fous, hein. Ça leur appartient de me juger. Mais je trouve qu'il y a toujours ce truc qui est assez dur, quoi. Et les gens qui faisaient des commentaires comme ça, c'était des gens plus dans nos âges ou d'un point de vue générationnel, plus de l'âge de nos parents? Ça dépend. Ouais, Ça dépend. Ouais, ça dépend vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ni de catégorie d'âge, ni de catégorie professionnelle, ou même sociale, tu vois. J'ai l'impression que c'est dans la tête et du coup, ça en sort difficilement. Oui, puis je pense que c'est plus difficile, enfin je suis certaine que c'est plus difficile pour les femmes parce que moi, ce que je ressens des réflexions, c'est les hommes, on a toujours l'impression qu'ils ont le temps, parce qu'en fait, je pense qu'en plus du fait qu'ils puissent procréer ad vitam aeternam, voilà. Tandis que chez les femmes, il y a un espèce de, comment dire, il y a cette espèce dans l'inconscient collectif d'idée de, tu vois, qu'on aurait enfin, effectivement, il y a un délai. Il y a aussi d'autres façons d'être mère, hein. Tu peux aussi adopter ou ne pas vouloir, en tout cas, porter d'enfant. Tu peux vouloir être mère sans porter d'enfant. Mais il y a quand même ce truc de délai. J'ai ma gynécologue qui m'a fait une réflexion l'autre jour et bon, je me suis retenue de lui dire, écoutez, c'est vraiment pas vos affaires. Mais qui me disait, voilà, il faudrait pas trop tarder. Et moi, je lui ai dit, je vous ai jamais dit que je voulais tomber enceinte. Je vous ai jamais dit que je voulais des enfants. J'en sais rien, mais là, en tout cas, c'est pas le cas. Mais c'est ça, tu vois, pour l'anecdote, j'ai dû avorter l'été dernier. Entre ma santé, mon âge, la meuf que j'ai eu en face de moi, elle m'a dit, mais du coup, 31 ans, vous êtes sûre? Je dis, ah ouais, ça ouais, change rien en fait. Ouais. Et qu'on nous foute la paix en fait avec ça, qu'on prenne chacune nos responsabilités, qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, tant qu'on fait de mal à personne, mais en fait, c'est notre corps et qu'on nous laisse, qu'on nous foute la paix. T'as rencontré mon petit frère quand t'es venu la dernière fois. C'est très rassurant, par contre. Il est très rassurant pour la génération qu'est la sienne. Ouais, et je suis hyper fière d'avoir un frère comme lui, parce qu'en fait, il a pas ces préjugés-là, mais en même temps, c'est normal. Tous les hommes, je pense qu'en tant que femme, on a une puissance. La puissance qu'on a, c'est si on a un garçon, c'est de lui apprendre à respecter les femmes et à voir le monde féminin hyper large, quoi. Mais il faut bien l'éduquer parce qu'il y a des hommes qui violent et qui Bien sûr. ne savent même pas qu'ils violent et qui pensent respecter les femmes. Je pense qu'il y a peu d'hommes qui vont dire qu'ils ne respectent pas les femmes. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui se disaient très respectueux de leur compagne, qui disaient très respectueux de leur fille, de leur sœur, de leur mère, et qui sortaient des blagues odieuses et des réflexions dégueulasses. Vraiment, là, il n'y a pas d'autre mot. Et je me disais, mais non, en fait, tu respectes les femmes que tu connais, que tu côtoies. Tu ne respectes pas le genre féminin dans sa totalité. C'est pas vrai. C'est ça. Ou les gens qui laissent passer les blagues. Moi, je disais aux hommes, votre responsabilité aussi à vous, c'est de ne pas laisser ce genre de blagues sur le viol, sur des blagues très sexualisées. Voilà, ça, c'est un vrai respect. C'est de dire, je préfère me fâcher avec ce collègue plutôt que de le laisser faire 3000 blagues sur le fait qu'il va violer cette nana. Voilà. Ça, Ouais, il y a une manière de faire et de dire qui prend des proportions maintenant. Enfin, pour moi, on a des yeux, on est des êtres humains. On va pas se mentir, hein. On dit que les hommes regardent. Enfin, il y a un moment, nous, bien quand même sûr. notre temps. Enfin, moi, Oui. désolée maman si tu entends ça. Voilà, une mère qui m'a toujours dit, putain, lui, il a un beau cul. Donc, oui, voilà. Mais parce que c'est juste dans mais c'est pas des dans l'approche, mais voilà, exactement. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc un peu schizophrène de je peux plus rien dire, donc du coup, on n'ose plus dire les choses simples de elle est vraiment magnifique, putain, ouais, il a un cul, il est pas mal.
qui en soi, selon la manière dont c'est encore une fois fait et dit, ne sont pas de la provocation, de la méchanceté, c'est relever que oui, on trouve cette personne belle ou désirable. Et du coup, de l'autre côté, ben, ça amplifie les trucs hyper lourds, hyper Ah, puis les gens qui ont besoin de se irrespectueux, quoi. signifier, là, on en parlait avec des copines, enfin, par exemple, qu'un mec me trouve jolie dans la rue, très bien. Le besoin de me le signifier de très loin, en me le hurlant, en me touchant. Ça, bon, après, tu vois, moi, je t'ai trouvé pas mal, bon là, beaucoup moins, mais je suis pas venue te le dire, je suis pas venue te toucher le cul, je suis pas venue te toucher le visage. Enfin, Ouais. il y a vraiment que dans ce rapport-là que ça arrive, d'homme à femme, quoi. C'est qui fait ça, la vie. Ah, si, avec les enfants, mais on leur demande pas leur avis. Mais là, je suis vraiment une personne adulte. C'est vrai que si on pouvait éviter de rentrer je sais pas, en relation tactile avec moi quand j'ai pas demandé, moi, qu'on me touche pas, ça me va, quoi. Mais les gens sont devenus tactiles. Oui, alors après, non, puis encore une fois, je vais encore redire mes trucs féministes, mais l'autre jour, il y a eu une étude qui a été faite entre le Canada et le Royaume-Uni, il me semble. Il parlait d'une soirée lambda d'un groupe, puis dans un lieu où on peut danser, donc un bar dansant ou une boîte, et ils l'ont fait avec des hommes. Et en moyenne, les femmes sont touchées contre leur gré, c'est touchées alors toutes les corps tactiles, 148 fois, contre 13 pour les mecs. Ouais, on touche le bas du dos, l'épaule. Les mecs, vous voyez qu'ils parlent très près, là. Tu sais, ils touchent le visage, ils font, toi, t'es là, waouh. Dans la profondeur de son estomac, à ce moment-là, c'est sympa. C'est terrible. Ah là là. Ah, il y a tout, le mec transpire du gin tonic. T'as pas envie de communiquer. Déjà, tu comprends rien. Et t'es là, à quel moment t'as pas compris que non, vraiment, je vais tenter de fuir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ma phrase? Ouais, mais j'ai l'impression que plus on a un visage femme, parce que moi, c'est un peu ma marque de fabrique de pas être très aimable et avenante au premier coup d'œil. Et ben en fait, ça freine pas. J'ai l'impression que plus tu faudrait que Ça fait un pour être tranquille. Ouais, c'est ça, c'est un défi, mais je t'ai pas demandé d'être ton défi en fait. Je t'ai pas invité. Je pense qu'il n'y a aucune meuf qui va dans un bar en disant j'espère vraiment être le défi du mec là-bas. Toute la... Toi, dis-moi, de base, j'avais bossé, je voulais juste boire une pinte. C'était ça le projet. J'avais pas envie d'être très fermée, tu vois, ça n'existe pas. On n'est pas dans un film, non, parce que je pense que même aucun film ne dit ça, mais de toute façon, on va pas revenir là-dessus, mais la place des femmes, vraiment, elle n'est pas ouf dans l'espace extérieur, donc... Non, toujours en train de nous emmerder avec nos droits. C'est bon. Nos arrière-grand-mères qui se sont indignement battues à leur manière avec leur marge de manœuvre à l'époque. Je me dis qu'elles doivent se faire un gros souci pour nous parce que c'est ce qu'on a, le peu qu'on a réussi à obtenir, le peu, ben, il est toujours menacé en fait. C'est tu le vois partout, aux États-Unis, en Pologne. Et puis le peu de, on va pas débattre des heures, mais le peu de condamnations autour du viol, c'est 1000 appels par an pour un nombre de viols considérable. Non, c'est pas. De toute façon, on en parlait le jour avec le pote d'une pote et il disait, il réfléchissait aux endroits qui étaient, comment dire, cool pour nous en tant que meuf. Et à un moment, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui me disent, non mais vous avez l'entrée des boîtes gratuites. Je suis là, waouh, mais moi s'il faut renoncer à ça. Pour l'égalité tout le temps, j'en ai rien à foutre. Je paye, pas de souci. Et lui, il me disait un truc très intéressant. Il me dit, oui, c'est vrai. En gros, ça vous sert d'être une femme pour rentrer gratuitement en boîte. Sauf qu'une fois que vous y êtes, vous êtes dans un putain de truc de requin, en fait. Donc, vous êtes safe 3 secondes au moment où vous passez l'entrée. Et après, il réfléchissait. Il était très honnête. Et c'est que c'était quelqu'un de vraiment très cool. Et il me disait, je suis en train de réfléchir aux endroits où vous êtes safe. Et en gros, à part chez nous, dans nos apparts, fermés à clé, nulle part. Ouais, alors moi j'ai vu récemment des soirées justement 100% féminines, enfin c'est les meufs qui se serrent les coudes en disant on va faire un truc, on est contre meufs, et pour aussi un peu montrer qu'entre meufs on se tire pas que dessus, parce que ça c'est aussi un sujet, et où ils organisent des soirées. C'est pas qu'un mythe, hein, parce que ça se tire dessus entre les meufs, mais les mecs c'est pas que tout pour entre eux. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est une toute petite partie, en fait. C'est un tout petit pourcentage que les nanas se tirent dessus. Le reste, en fait, ça nous est tout arrivé, enfin, moi, la première, d'être justement en boîte de nuit et de voir une nana un peu lever les yeux au ciel parce qu'un mec lui parle et de faire genre « Eh, ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Il y a un moment, quand on est pas en danger concret, parce que là, à cet instant-là, elle n'était pas dans un danger, mais elle aurait pu l'être plus tard. On a ce truc où on y va, tu vois. Putain, il t'a fait chier, faut faire quelque chose, j'aimerais pas que ça m'arrive.
Donc on peut être solidaire. Et j'ai vu ces soirées que les nanas, voilà. Enfin, je pourrais pas te dire, hein, j'ai vu ça dans Bah, son c'est le ensemble principe qui est pour revendiquer le principe de sororité de sororité, ouais. et de s'entraider. Et au lieu qu'on nous fasse croire qu'on se crêpe le chignon ou qu'on est en concurrence constamment, et bien, passer outre ça. Moi, j'ai aidé une fille il y a quelques mois dans le centre-ville de Nantes. Je sais que ma sœur a eu cette expérience aussi, d'être aidée ou d'aller aider une fille qui avait l'air... voilà. Je suis désolée, je vais arriver un petit peu vite à la fin, mais je vois que ça fait déjà presque 50 minutes. Alors du coup, je vais te poser ma fameuse question, parce que ta réponse m'intéresse énormément, évidemment. Ma question finale, c'est donc là, dans tout ce qu'on a couvert, voilà, j'aimerais savoir si tu, encore une fois, ce que j'ai après quasiment tout le monde, si on fait un bilan de toutes tes expériences amoureuses, familiales, professionnelles, scolaires, ton rapport à toi, tout ça, très brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps, est-ce que tu peux me dire quelque chose qui serait comme un leitmotiv, un mantra ou quelque chose qui t'aide aujourd'hui dans la vie pour ne plus être dans des situations ou voilà, quelque chose qui te sert aujourd'hui? L'instant. L'instant. Moi, c'est ma clé. L'instant. Ok. Tu l'entends quand tu es plus jeune, tu peux l'entendre toute ta vie, ne pas en avoir conscience. Ben, moi, je sais que j'écoute ma petite voix intérieure quand ça me dit non, c'est que c'est pas pour rien. Enfin, j'ai eu preuve avec les années, du coup, en voulant l'écouter, que quand ma petite voix intérieure, elle me dit c'est mort, ben c'est mort. Quand je peux y aller, j'y vais. Laisse personne te marcher dessus, peu importe que ce soit quelqu'un de plus jeune, de plus vieux, du même sexe ou pas, c'est mort. Y a pas, baisse pas les yeux. Personne n'a vécu ce que toi tu as vécu, ce par quoi tu as dû passer. Donc tu baisses pas la tête. Personne ne mérite en fait que tu baisses la tête pour lui. Et suis ton instinct. Et ta santé aussi, c'est une mine d'or. Ça, je vais pas m'éternaliser sur le sujet, mais on se rend compte, on dit toujours que le temps, on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. Ça te met une bonne punch dans la tronche quand tu entends certains mots et tu prends vraiment conscience pour toi-même que ouais, des choses, elles tiennent qu'à un fil et que parfois tu joues la montre. Et donc, ta santé, c'est ta clé et ton instinct, ça te trompera jamais. Bah, c'est une excellente conclusion. J'aime beaucoup. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Je trouve ça très, très cool. Aurélie, merci infiniment pour cette petite heure passée avec moi. Du coup, j'ai toujours pas en tête à tête puisque tu es loin, mais voilà, c'est presque pareil. Et C'était un plaisir aussi. je t'embrasse très fort et puis cet épisode sera diffusé dans pas très longtemps. Bonne soirée Aurélie, salut. Bisous, bonne soirée, salut tout le monde. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.